3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Frédéric Rosier est avec nous, co-responsable de la gestion de portefeuille de Mirabeau. Bonsoir Frédéric. Bonsoir Grégoire. Florian Roger est également à nos côtés, le responsable de la stratégie d'investissement de BNP Paribas CIB. Bonsoir Florian. Bonsoir Grégoire, bonsoir à tous. Axel Bott nous accompagne, le directeur de la stratégie de marché d'Ostrom Asset Management. Bonsoir Axel. Bonsoir Grégoire. Bienvenue messieurs, question très ouverte, les enseignements de cette semaine qui a été effectivement la première semaine de respiration de cette année 2026 sur les marchés, avec le facteur Trump, le facteur japonais. Qu'est-ce qu'on peut en retenir, Axel, et de quelle manière est-ce qu'il faut intégrer aujourd'hui la variable Trump, notamment dans une réflexion d'investissement, dans un jeu de prévision macroéconomique également pour cette année, par exemple? Oui, le jeu de prévision, c'est souvent de distinguer le bruit du signal. Donc, le bruit, on a beaucoup de bruit du côté de Trump et il faut voir qu'évidemment, des décisions de tarifs peuvent être mises et annulées assez rapidement. Donc ça, je pense qu'il va falloir toujours un petit peu de temps pour la digérer. D'ailleurs, pour les sociétés, je pense que c'est un petit peu la même chose dans l'économie réelle. On essaye de s'adapter dans le temps en considérant qu'il y aura toujours un niveau d'incertitude sur ce qui peut advenir. Pour les marchés, on a vu que ça pouvait revenir assez vite. Et je pense que le fait que Bessent était aussi a fait immédiatement le service après-vente de Trump, comme il l'avait fait en avril dernier, quasiment même dans l'heure qui suivait, a aussi contribué à un petit peu atténuer la réaction des marchés. Il y a quand même un signal dans la semaine, et un vrai signal, qui est le changement japonais. Alors avec l'annonce des élections anticipé pour le 8 février et la volonté de faire un programme de stimulus important, 3 points de PIB de un peu plus de 20 000 milliards de yens qui seront injectés dans l'économie japonaise. Elle a repris à Sanae Takaichi a repris disons, pour elle, des propositions de l'opposition, c'est en particulier pour faire baisser les prix alimentaires. Donc on devrait... On va couper les taxes sur les produits alimentaires. Et donc ça sera probablement un impact budgétaire supplémentaire et surtout ça peut accentuer sa majorité et donc asseoir un petit peu sa légitimité, qui n'était pas gagnée au sein de son parti. Quand elle a gagné, c'était plutôt une surprise quand elle s'est placée en tête du LDP. Donc elle a besoin de cette légitimité et ensuite on a un plan de relance qui pèse sur les taux longs, alors qui s'ajoute à des tendances de fond un peu démographiques ou un peu moins de demande de taux longs. On a eu la réforme des fonds de pension néerlandais aussi qui en Europe a tendu les taux. Donc on a comme ça des effets qui s'auto-entretiennent sur les parties longues et qui peuvent être durables. C'est là que je retiens ce signal qui peut être intéressant à la fois pour les projections marché en premier lieu, mais aussi parce qu'on a beaucoup de secteurs économiques qui sont sensibles au taux long, beaucoup plus que ce que peuvent être la sensibilité au taux court. Donc ça, c'est probablement très significatif. Et aussi pour l'allocation d'actifs mondiales. On sait que les Japonais, Sumitomo s'est exprimé dans ce sens-là. Sumitomo disait j'aime beaucoup les bonds étrangères, mais aujourd'hui, j'ai préféré les JGBs parce qu'il y a cette pente. Quand sur une obligation, vous avez une revalorisation mécanique. Quand on a des taux longs plus élevés que des taux courts, ils ont tendance à converger. Et donc ça crée une plus-value et qui est manifestement bien supérieure sur les obligations japonaises qu'ailleurs en Europe ou aux États-Unis. Est-ce que ça a déjà déclenché des mouvements importants de réallocation, que ce soit les grandes institutions assurantielles japonaises, le fonds de pension des retraites japonais? Est-ce qu'on voit effectivement déjà concrètement ces mouvements de réallocation de capital vers des actifs en yens et en obligations japonaises en l'occurrence? De réallocation, je ne pense pas. Aujourd'hui, alors il faudra voir si les flux changent à l'approche de la fin de l'année fiscale japonaise qui est en mars, mais ça se voit plutôt sur les nouveaux flux. C'est-à-dire que la demande aux obligations japonaises est quand même assez solide, alors malgré les tensions qu'on a. Malgré l'hyper-volatilité qu'on observe sur le marché. Oui, mais sur les adjudications, quand on regarde les ratios de couverture, le rapport de la demande à ce qui est aux besoins de financement de l'État, on voit que sur le 20 ans, sur le 30 ans, sur le 40 ans, on a du monde. Donc, et c'est de la demande domestique? C'est de la demande, oui, très essentiellement domestique. Même si quand on regarde les flux à la semaine, on a, et c'est assez inhabituel, les étrangers qui s'intéressent de plus en plus au marché japonais pour ces raisons de pente. En se disant aussi que l'yen a vu l'essentiel de sa dépréciation. À 158, on peut quand même espérer qu'il y ait un plancher quelque part, pas trop loin. Donc on peut à la fois acheter le yen et les taux japonais. Évidemment, c'était un marché qui n'était pas investissable pendant des décennies pour la plupart des investisseurs internationaux. Donc on a ça, voire même le yen a longtemps été la monnaie de financement des cas retraite. Ça l'est toujours
Quand on regarde par exemple le dollar australien évoluer ces derniers temps, on peut se dire qu'il y a encore un peu de ça. Donc on n'a pas encore eu l'invalidation de ces mouvements de sortie du Japon, mais en tout cas à la marge, très clairement l'arbitrage fait en faveur des JGBs. Bon. Et ça, effectivement, pour reprendre un peu différencier le signal, la substance du bruit Trump, là, pour le coup, ce qui se passe au Japon, pour vous, c'est vraiment une substance importante pour des mouvements de marché peut-être lents, mais profonds. C'est lent. En général, l'allocation d'actifs des institutions japonaises est très très lente. Ouais. C'est-à-dire que le processus de prise de décision, d'allocation, déjà parce que c'est des mastodontes. Enfin, on ne demande pas d'être trader non plus. On ne demande pas d'être trader. mais effectivement, c'est des décisions importantes et qui mettent du temps à se mettre en œuvre. C'est un petit peu comme la Bosch, ça prend beaucoup de temps de concrétiser des hausses de taux. Un certain conservatisme dans les institutions japonaises, j'ai l'impression. Mais après, ça peut avoir des conséquences importantes. Le gros fonds pension publique est réputé ne pas couvrir une grosse partie de son risque de change. Donc là, ils ont énormément gagné sur la dépréciation du yen en ne couvrant pas. S'ils décident de rapatrier, là pour le coup, on aura le double effet de hausse du change et probablement aussi de pression à la baisse sur les taux japonais. C'est un chiffre qui date peut-être un peu, mais on en parlait cette semaine dans l'émission. Le GPIF a plus de 55% de ses actifs à l'étranger. Ouais, plus de 55% de son bilan sont des actifs étrangers. Ils ont très longtemps été incités à le faire, alors que la Bosch a acheté toute la dette publique. Ouais. Bon, Florian, je reviens à ma question initiale, mais on peut poursuivre la discussion sur le Japon avec plaisir. On en a beaucoup parlé cette semaine et c'est très intéressant. Le cas japonais est évidemment très intéressant. Ce thème de la reflation au Japon... qu'on n'imaginait pas ou qu'on ne soupçonnait pas peut-être il y a encore quelques années. Mais les enseignements de cette semaine, je veux bien qu'on y revienne aussi, Florian. Oui, il y en a plusieurs. Le premier, c'est on a quand même attaqué l'année très fort. Donc en fait, on regardait techniquement, on était en zone de tension sur la partie action, donc ça a permis une respiration. Ça, c'est le premier point. Deuxième enseignement... On ait remis les compteurs à zéro sur les grands indices actions, comme le disait Pauline. À ce stade de l'année, c'est pas du tout anormal. C'est ça. Et puis on est sorti de la zone de surachat qu'on avait en fait avant le début de la semaine. Deuxième point qui me paraît important, c'est quand même l'unité de l'Europe qu'on a eu dans cette épreuve. Donc voilà, la réponse n'était pas complète, mais on a eu quand même une unité de réponse en fait de l'ensemble des pays à un moment où il y a des réformes de structure quand même sur le marché unique. Ça me paraît important. Troisième enseignement, c'est effectivement Bessent, et c'est la sensibilité de l'administration Trump à la partie obligataire. Donc ça, c'est un point qui est quand même très important. Et le quatrième point qu'il ne faut pas oublier, c'est quand même les stats macro. On a eu plein de stats macro cette semaine qui sont quand même très bonnes. C'est vrai qu'on ne parle plus de macro. Depuis le shutdown, on a presque oublié qu'il y avait des stats américaines. On a quand même toutes les stats de conso qui sont sorties aux US qui sont très fortes. On a le PIB du T3 qui est fort. Voilà, notre économiste US, côté BNP CIB, a révisé à 2,9 ses prévisions de croissance pour 2026. Donc on a quand même une croissance forte aux États-Unis. On a une croissance qui s'annonce en accélération quand même en Europe et notamment en Allemagne. Donc le début d'année sur un plan macroéconomique est quand même extrêmement porteur pour les actifs risqués. Donc oui, il y avait un risque si on avait une escalade vers une guerre commerciale d'avoir une correction plus importante des marchés. Finalement, Donald Trump est revenu finalement sur ce risque. Là, on a quand même une macro qui reste assez supportive d'après nous sur les actifs risqués. Un mot, effectivement, moi ça m'intéresse, les prévisions de votre économiste US là, qui montent quasiment à 3% de croissance pour 2026 aux États-Unis. Je rappelle, le Q3 a été révisé à 4,4%. Rythme trimestriel annualisé, bien sûr. Et Atlanta nous dit que peut-être le Q4 sera plus de 5%. En croissance réelle, bien sûr. 3% de croissance réelle quasiment en 2026, c'est encore Goldilocks ? Pour l'instant, oui. C'est-à-dire là, il y a beaucoup de stimulation dans le système. En fait. On a, donc c'est plus que Goldilocks encore. Ouais. Même si la Fed, là, nous disait la semaine prochaine, finalement, on juge que les conditions n'amènent pas nécessairement davantage de baisse de taux. Je veux dire, l'assouplissement monétaire de l'année dernière, avec la baisse du dollar, avec la hausse des marchés actions, avec la compression des spreads de crédit, fait qu'il y a beaucoup de stimulation monétaire dans le système. Début d'année, on a quand même là toute la partie remboursement d'impôts qui est assez favorable. La baisse des prix du baril, c'était juste après le Liberation Day, mais la transmission des prix à la pompe, en fait, c'est octobre. Donc le stimulus pour le consommateur, c'est le début d'année. Donc effectivement, là, on voit un peu partout des surprises macroéconomiques positives. Oui, c'est assez favorable, en fait. Ouais. Qu'est-ce qu'il va nous dire, du coup, Jérôme Powell, là, pour une de ses avant-dernières réunions de son mandat de président ? C'est la semaine prochaine ? Nous, on se dit que là, il marque une pause pour l'instant. C'est-à-dire que, là, il y a cette période d'incertitude, il y a toutes les publications qui tombent et qui sont assez fortes. On n'a pas parlé des nouvelles inscriptions au chômage, mais elles sont très basses. Donc là, on a quand même quelque chose qui corrobore une amélioration cyclique qui ne nécessite pas davantage de baisse de taux. Après, la problématique qui va se poser, c'est que
On est avant les midterms, là on est dans une période électorale, on comprend bien, il veut essayer d'aider le consommateur. Donc on va aller stimuler le consommateur. Côté japonais, Axel en a parlé, on va vers aussi des baisses de taxes en fait sur la partie nourriture. Donc on stimule. Au bout d'un moment, trop de stimulus peut quand même amener des tensions en fait sur la partie obligataire. Et le risque qu'on va avoir en fait sur le deuxième trimestre, c'est que cette accélération macro du début d'année qui est intéressante pour les actifs risqués, peut quand même amener davantage en fait, de tensions obligataires. On sort de l'équilibre parfait du Goldilocks. Quoi. On sort du Goldilocks. Ça devient un peu trop chaud. Ça devient trop chaud, exactement. Et si on réfléchit en fait, aux conditions de marché, qu'est-ce qu'on a ? On a la Banque du Japon qui va monter ses taux. On le sait, là on est sur un rythme tous les 6 mois, c'était décembre, a priori ça va être au cours du deuxième trimestre. Mais il y a un petit risque quand même, si on a davantage de stimulation budgétaire, qu'elle annonce à ce moment-là, qu'elle accélère derrière. Ça peut tendre davantage les taux japonais. Deuxièmement, la Fed devra arrêter de baisser ses taux à ce moment-là. Troisièmement, aux États-Unis, on n'aura plus de désinflation. C'est-à-dire qu'on va être 1 an après Liberation Day, donc on aura des effets de base positifs sur la partie énergie. Et si on a une amélioration de l'emploi, sur la partie services hors immobilier, ça ne va plus se désinflater. Donc en fait, on a un petit changement de paradigme qui est en train d'arriver, c'est-à-dire on n'a plus de désinflation aux États-Unis, on a des banques centrales en fait qui vont embrayer un petit peu différemment. Je suis un gérant aujourd'hui. J'ai eu des très bonnes performances là depuis un petit moment sur les marchés actions. Je me dis, j'ai un nouveau président de la Fed qui arrive. J'ai peut-être envie d'aller tester. Donc là, attention en fait à une zone de tension sur la partie obligataire sur le deuxième trimestre. Frédéric, je vous passe la parole. On a déjà esquissé pas mal de sujets. Non, mais il y en a plein encore. Mais votre bilan de la semaine, déjà, je vous repose là aussi cette question. Après 30 ans de métier, et pour moi, qui ai vécu avec le Japon est un pays de carry, est un pays où il n'y a pas d'inflation, il n'y a pas d'intérêt. Il y a beaucoup de choses qui changent, pour le coup, avec une pontification de la courbe qui est absolument monstrueuse. Et donc, le Japon, personne n'en parle. Alors, on en parle aujourd'hui parce qu'il y a une actualité, mais la réalité, c'est vrai que c'est un pays qui est sous-estimé, en tout cas par les investisseurs, peut-être à tort, qui va devenir attractif pour plein de raisons. Les entreprises japonaises, il faut regarder, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de cash dans les entreprises japonaises que dans les entreprises américaines. Il y a plus de 100 milliards de cash, par exemple, sur le Nikkei, que sur les entreprises américaines. Pourquoi ? Et c'est d'ailleurs dans le discours de la Première ministre. Il y a cette prudence historique des entreprises japonaises qui fait que, mine de rien, elles sont toujours sur la réserve. Elles ne montent pas les salaires. Donc, il y a beaucoup de réserves. En termes de dette nette sur EBITDA, par exemple, il y a 3 fois moins de dette nette sur EBITDA dans les entreprises japonaises que les entreprises américaines. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, si vous avez du stimulus derrière, vous avez une réorientation des entreprises. D'ailleurs, ils sont en train de se poser la question même, vous savez, les entreprises, c'est des entreprises souvent inokiennes, c'est-à-dire que c'est des entreprises historiques, familiales, et elles sont souvent... à tiroir. Oui. Voilà. Et donc, ils sont en train de réformer simplifier tout ça. Je me dis, avec des entreprises qui sont un peu plus agressives derrière dans l'investissement, avec... une meilleure allocation du capital. Du capital, avec du rendement un peu partout... C'est vrai qu'on peut avoir une énorme surprise, alors que c'est un pays, on sait, vieillissant, avec un taux de natalité qui est extrêmement faible. Donc on pourrait effectivement avoir une bonne surprise dans des marchés qui sont en train de se rechercher une réallocation en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a eu des flux sortants sur les actions américaines. Alors certes, c'est sur une semaine, mais il y a quand même à avoir... Et tout le monde se pose des questions sur la valorisation du marché américain, le marché japonais et les marchés émergents aujourd'hui. Et effectivement, il semblerait que le marché américain, même avec des taux de croissance qu'il faut réviser en dehors des GAFA et des Magnificent Seven, parce que la croissance à 25%, c'est très tech. En dessous, on descend... il y a une bulle de profit sur quelques grosses valeurs, bien sûr. Et on s'aperçoit sur le S&P 493, par exemple, qu'on est sur des taux de croissance des bénéfices inférieurs à ce qu'on peut trouver dans le monde émergent. Donc, je pense qu'on a entamé, et ça va être le gros sujet de l'année, une réallocation d'un marché qui était très concentré, 70% sur les États-Unis, sur la MSCI World, et qu'on est dans cette phase-là. Et le Japon peut remonter à quelle place dans cette histoire ? Alors, on ne va pas revenir 30 dans ans... les années 90, voilà. Ça monte jusqu'à combien ? Oui, l'emprise japonaise. Mais c'est vrai que je pense que dans la réallocation globale, il risque de tirer son épingle du jeu, comme le monde émergent est en train de le faire. On voit sur Brésil, il est en train de casser par le haut. Voilà, il se passe des choses qui pourraient bouleverser un peu nos allocations traditionnelles et qui étaient très... De toute façon, nous, en tant que gestionnaire, honnêtement, le MSCI World,
aussi américain, on n'a pas le choix, on est obligé de suivre, et donc on se concentre également sur les États-Unis. Et la réflexion, c'est plutôt à terme peut-être d'alléger cette Non, mais le point sur le Japon, je le prends, et puis surtout, on essaye de le raconter ici depuis quelques années maintenant. On a vu beaucoup de boutiques activistes revenir sur le terrain japonais, justement pour inciter les entreprises japonaises à mieux allouer leur cash, avoir des meilleurs retours aux actionnaires, des meilleurs ROE, etc. La place japonaise. 800 milliards de cash sur les entreprises. Mais oui, il y a 3-4 ans, je me souviens de l'opérateur boursier japonais qui va faire le tour des entreprises pour leur dire non, il faut améliorer les ROE, il faut que la place boursière soit attractive pour des raisons fondamentales, etc. Comment on gère la situation du yen quand on a envie de s'exposer? On n'a pas le choix parce que de toute façon, je pense que tout le monde se plante sur le sens du yen. À chaque fois, on perd souvent ce qu'on a gagné sur les actions. On perd. Alors, on va couvrir et les ETF permettent de le faire. Après, c'est vrai que moi, je regardais tout à l'heure les banques japonaises dans un contexte de pontification de la courbe de taux, avaient des price to book à 1 globalement, donc on n'est pas sur des valorisations excessives. Je me dis, elles vont peut-être tirer aussi leur épingle du jeu. Après, la décision qui a été faite de la contrôle de l'inflation, c'est vrai que moi, je connais un peu le Japon. Le riz a doublé en un an. Pour un Japonais, c'était hyper sensible. Alors, ils ont fait des chèques énergie comme nous. Ils ont donné $120 pour alléger un peu cette pression. Mais c'était évidemment nécessaire et aussi pour relancer la consommation. Donc, voilà, c'est vraiment, je crois, un pays qu'il faut regarder de près. Bon. Un mot de l'Europe aussi, là on décrit un peu le contexte macro, mais nous aussi on va profiter d'un soutien budgétaire, de conditions financières, de crédits aussi qui permettent de croire à cette idée de reprise européenne, à commencer par l'Allemagne bien sûr, Axel. Oui, l'essentiel du stimulus, ça viendra de l'Allemagne. On a quand même vu, on parlait d'évolution structurelle. Je pense que l'Allemagne, c'est aussi un autre signal fort. Dans les prochaines années, on va avoir des déficits publics régulièrement de 3,5 points de PIB. Donc on passe d'une situation où le serrage de vis était permanent et à mon avis, les gouvernements allemands étaient assez convaincus que la politique budgétaire ne pouvait jamais rien faire, on va dépenser 500 milliards d'infrastructures en 10 ans, on va rajouter des dépenses de défense vu le contexte international. Et d'ailleurs, on commence à le voir dans l'amélioration des commandes. Les chiffres de production industrielle, un peu partout en Europe, sont plutôt bons. Et y compris en France, quand on regarde l'enquête de l'INSEE ce matin, la sphère manufacturière pointe son nez, finalement, et sort un petit peu de l'ornière. Alors que jusqu'à présent, ce qui tenait, c'était plutôt un peu les services et le secteur manufacturier était plutôt à la traîne. Donc là, ça s'améliore un petit peu. Ça devrait se poursuivre. On ne voit pas de raison pour laquelle ça diminuerait. Voilà, il faut être quelque part aussi alerte sur les coûts de l'énergie. On a vu les prix du gaz étaient très fortement détendus, ce qui peut un peu peut-être expliquer l'embellie qu'on a connue sur la production industrielle. Ils sont en train de remonter fort aux États-Unis et vu qu'ils en exportent énormément, ça vient aussi en Europe assez brutalement, donc il faut être un petit peu prudent là-dessus. Mais on est dans une dynamique qui est clairement meilleure. Et puis, il y a toujours cette wildcard de qu'est-ce qu'on va faire de ces taux d'épargne qui sont tellement élevés. Si on avait un point de moins d'épargne en France, ça irait beaucoup mieux, quoi. Oui. On aurait de la conso, etc. Enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Chacun décide de ce qu'il a envie de faire de son épargne. Ouais, jusqu'à présent. Alors, ce qu'on peut faire est quelque chose d'assez indirect, qui est un petit l'effet ricardien des économistes. C'est-à-dire que si on arrive à convaincre les gens que les impôts vont pas finir. Stabilité fiscale. Voilà, qu'on a un peu de visibilité sur la fiscalité. On aura un peu moins d'épargne de précaution et on n'aura pas cette dérive de l'épargne qui, effectivement, se voit dans les ventes au détail françaises, voire sur la consommation, qui est historiquement un des gros moteurs de croissance en France, donc qui aujourd'hui paralyse un peu l'économie. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça implique pour les politiques monétaires? Alors, Florian l'expliquait tout à l'heure sur la Réserve fédérale américaine, mais de manière un peu globale. Est-ce que 2026, oui, c'est l'année de la fin des baisses de taux généralisées? Et est-ce que ça ouvre la voie à une conversation qui nous amène à imaginer de futures hausses de taux? Alors, c'est une conversation très avancée. Alors, le Japon est à part de ce point de vue-là, mais très avancée en Australie, par exemple. Mais est-ce qu'il y a une contagion de cette discussion à d'autres banques centrales, là, à travers 2026?
Oui, alors l'Australie, ils sont en général en avance de cycle. Ils ont un marché du travail qui est assez, disons, contraint par l'offre de travail et une inflation au-dessus de l'objectif. Donc, ils vont probablement procéder à 2 hausses cette année. Le Japon, on en a déjà parlé. Je pense que la Fed conservera un biais très dovish malgré tout. C'est-à-dire que aujourd'hui, la Fed projette 4,4 comme taux de chômage à la fin de l'année, ce qui veut dire que, comme c'est le niveau actuel, la barre est assez basse pour qu'on ait davantage de baisse de taux. Donc, et ils l'ont fait ces 3 derniers meetings. Nous, franchement, on pensait qu'ils allaient continuer en janvier, etc. Avec l'assignation de la Fed, c'est très compliqué quelque part de se soumettre à la volonté de Trump aujourd'hui. Et puis, on a des chiffres d'inflation qui sont un petit peu problématiques. Mais ils vont continuer d'assouplir la politique monétaire. Mais ils ont aussi repris les achats de T-bills. Donc, ils ont un objectif quantitatif sur le montant de réserve. Ça amène de l'assouplissement. Donc ça, ils vont continuer de le faire. Et puis après, il y a cette guerre de succession. On ne sait pas tellement comment ça peut tourner, mais quel que soit le prochain président, je pense qu'il restera un peu sur cette trajectoire d'assouplissement, quoi qu'il arrive, qui peut être mesuré, raisonné, et pas à la Mirane. Pas aveugle, ouais, c'est ça. Mais Waller sera toujours une influence importante au sein du Conseil, donc je pense que ça continuera dans ce sens-là. Il y aura quand même un équilibre de force au sein du Conseil, quoi qu'il arrive, et quel que soit le futur président, encore. Oui. Je pense, parce que, à mon avis, Lisa Cook restera en place. Et la Cour suprême va s'opposer à son licenciement. Jerome Powell a toujours cette possibilité de rester jusqu'en janvier 2028 et donc occuper un des 7 sièges du board qui, en fait, dicte la politique monétaire. On entend beaucoup des présidents de Fed régionales s'exprimer ici et là, mais ce n'est pas eux qui font la politique monétaire au sein de la Fed. Donc ça, c'est très important. Donc voilà, je pense qu'on restera sur une analyse qui sera assez conforme à ce que la Fed fait historiquement, en tout cas ce qu'elle a fait dans le passé récent. Ouais. Florian, là, juste pour poursuivre et prolonger sur la Fed, là, je reviens à votre point tout à l'heure. Comment c'est quoi l'histoire s'il faut se mettre à contrôler les parties longues de courbe? S'il y a moins d'acheteurs naturels, moins d'acheteurs forcés, et peut-être aussi des trésors qui vont devoir à un moment rallonger leurs émissions. Tout le monde a beaucoup raccourci, mais c'est peut-être pas tenable dans le temps. La Fed dispose de moyens, évidemment, pour ça. Ça, je pense que, en fait, là, on a un risque de tension sur les taux longs, on en a parlé tout à l'heure, qui est lié à une surstimulation conjoncturelle. Là. Après, cette problématique conjoncturelle rejoint quelque chose qui est beaucoup plus structurel. C'est-à-dire, ce qu'on vit en fait dans les pays développés, c'est un changement de modèle de croissance. On a eu, en gros, 30 ans de modèle de croissance qui était autour du consommateur. On a une reprise de l'investissement pour protéger l'hégémonie vis-à-vis de la Chine aux États-Unis et puis pour des raisons de souveraineté en Europe. Ce virage vers l'investissement a été au départ initié par les États. Bon, aujourd'hui, aux États-Unis, l'investissement il fait beaucoup par les valeurs technologiques, mais au départ, c'est par les États. On a un creusement des déficits publics. On voit que partout, c'est compliqué de monter les impôts. Là, donc les déficits publics restent creusés. Le fait d'investir, ça tend à engendrer des pressions sur les prix des matières premières. On le voit partout. Et donc, à la fin, le risque de tension sur les taux longs, il est beaucoup plus structurel. Et donc, le point où ça peut amener, si on prend un peu de recul, c'est à une évolution finalement du mandat de la Fed. C'est-à-dire quand les modèles de croissance étaient autour du consommateur, la Fed avait comme mandat finalement de protéger le pouvoir d'achat des consommateurs avec une inflation autour de 2%. Là, si on se dit on a une problématique de dette qui devient beaucoup plus structurelle, oui, on peut aller vers des formes plus structurellement de yield curve control. Et là, autant donc d'intervention sur les marchés obligataires pour contrôler ces parties longues. Exactement. De cours. Là, on se dit, s'il y a une forte accélération conjoncturelle avec une stabilisation du taux de chômage, ça va être compliqué pour la Fed de baisser fortement les taux courts. Parce que je veux dire, ça entraînerait quoi? Une pontification de la courbe derrière, et donc des problématiques de refinancement à long terme. Mais on peut se dire, autant il n'y a pas trop de manière de légitimer le fait de stimuler la croissance, autant si on voit se développer de la volatilité sur la partie longue juste après la nomination du nouveau président, on peut se dire qu'ils vont quand même essayer effectivement de juguler cette volatilité. Et ce qui est intéressant, c'est aujourd'hui, si vous regardez le bilan de la Fed, vous avez une sous-représentation des maturités 5-10 ans qui sont
clés. Alors, le 5 ans, c'est très important pour le crédit, hein, et on va quand même approcher après du mur de maturité. Donc, ce serait bien de ne pas avoir trop de tension là-dessus. Et le 10 ans, c'est clé pour le refinancement des États et aussi pour le marché immobilier. Donc, il y a une poche qu'on peut Exactement, faire regrossir, là. C'est ça. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir ce qu'on appelle des opérations twist, des arbitrages entre des maturités très très longues qui sont surreprésentées, en disant au Trésor, vous arrêtez d'acheter ce type de maturité, et puis un ciblage, un effet signal sur du 5-10 ans, en fait, pour ancrer ces maturités. Et finalement, ça amènerait sur la courbe ce qu'on appelle des stratégies de butterfly, c'est-à-dire vous pourrez avoir le 2 ans qui remonte un peu, le 5-10 qui est tenu, et le 30 ans qui remonte. Donc en fait, vous êtes short des ailes, long du l'image du est corps. très parlante. Après, ça a beaucoup de conséquences. Mais ça veut dire, juste, c'est pas ça se fait à taille de bilan égale, ou en tout cas, c'est l'idée théorique. Ça peut se faire à taille de bilan égale. C'est la composition du bilan qu'on change. Si on a au départ une croissance qui est forte, il n'y a pas de raison véritablement d'augmenter le bilan. Bien sûr. Mais c'est une première étape vers quelque chose qui est beaucoup plus structurel, qui est le yield curve control. Si ça arrive, ça a beaucoup de conséquences en termes d'allocation d'actifs, parce que pour moi, c'est très baissier dollar. Et c'est très baissier dollar contre les créditeurs des États-Unis, et là, contre potentiellement les devises asiatiques, et les devises asiatiques émergentes en particulier. Bien sûr. Ouais. Et ça, comme vous dites, si c'est un shift structurel de la fonction réaction de la Fed, ça veut dire un mouvement structurel de baisse du dollar. Peut-être pas avec la vitesse qu'on a vue en 2025, mais quelque chose de profond, là aussi. Exactement. Donc le premier semestre, je vois pas trop de raison qu'on ait une baisse du dollar, parce que la croissance américaine va être forte et la Fed va arrêter de baisser ses taux. Mais quand cette discussion viendra vraiment dans le marché... Si on voit des tensions sur la partie longue, on peut avoir une réaction qui soit pas simplement des baisses de taux courts, mais du non conventionnel, et ça peut amener en fait effectivement une dépréciation du change. Une fois qu'on a réglé le sort de Trump et des politiques monétaires pour 2026, parlons du terrain aussi, Frédéric. Ça va revenir à partir de la semaine prochaine. Ça a commencé aux États-Unis. Enfin. Voilà, si. Élaborons sur ce enfin. Ouais, enfin. Non, mais ça veut tout dire, Frédéric. Non, mais c'est vrai, il nous fatigue, hein, honnêtement, parce que vous savez... je pense que dans toutes les maisons, quand on a vu le Groenland, on a regardé un peu des puts en dehors de la monnaie, dire tiens, si ça commence à partir en vrille, il faut quand même que je parte. Vous voyez, ça pollue tout. Ça pollue tout. Ouais. Et finalement, on s'habitue à ça. Et à chaque bruit, la réaction est 2 fois inférieure à la précédente réaction. Donc le marché s'habitue à ce bruit ambiant. Et je pense qu'il ne faut pas réagir. En vérité, quand il y a ces agitations, on a le temps, il faut se poser, on analyse, et puis après... Enfin, petite parenthèse, si plus personne réagit, on a quand même beaucoup expliqué quelles sont les limites de Trump. Alors, la Cour suprême, check and balances, peut-être une partie quand même du Parti républicain. Enfin, il y a plein de limites possibles. Son opinion publique à la veille des élections de novembre. Mais la première limite, c'est quand même le 30 ans à 5%, quoi. Oui, il y a des limites dans nos... si le marché réagit plus... C'est clair. Mais là, on va revenir à des fondamentaux et aux entreprises. Et ça le point. Ça nous fait du bien. On va avoir quand même des grosses publications. Et c'est pas juste une distraction. Non, mais ce que je veux dire, je file votre idée. C'est pas parce que Trump nous agace qu'on a envie d'aller se distraire avec autre chose. Non, c'est fondamental quand même, cette publication, cette saison de publication dans des marchés où tout est un peu cher, il faut le dire. 3 ans de hausse des marchés actions, des performances stellaires pour le crédit depuis 3 ans également. Là, c'est une saison de résultats qui a un enjeu, en tout cas, immédiat. Et depuis maintenant quelques semaines, voire quelques mois, il y a une question fondamentale, et on va commencer avec les valeurs technologiques, c'est est-ce que les CAPEX sont justifiés ? Et on va commencer à avoir des réponses. Ça ne vous a pas échappé, quelques discours qui ont été posés ici et là, par le dirigeant d'IBM, de Microsoft, ça serait bien quand même que derrière il y ait une finalité et qu'on trouve du revenu sur les investissements qu'on a fait. Donc là, on va avoir des publications, on va avoir par exemple des sociétés comme Amazon qui sont énormément communiquées sur l'intelligence artificielle alors qu'on les pensait un petit peu à part, comme à l'époque Google, on les pensait un petit peu à part. Tout d'un coup, on découvre quasiment au milieu de l'année que Google, c'est peut-être un grand gagnant de l'AI. Ça fait 10 ans qu'ils bossent dessus. Voilà, mais le monde a découvert, au milieu de l'année, que Google, avec Gemini, était quelqu'un de... Et Amazon est très implanté dans l'intelligence artificielle, alors souvent d'ailleurs en B2B, mais ils ont aujourd'hui clairement... Donc là, on va voir où ils en sont. Donc ça, c'est des questions. On va avoir bien sûr des Microsoft et Apple aussi, des réponses à nos questions. Et c'est fondamental parce qu'aujourd'hui,
la valorisation théorique de ChatGPT à 1000 milliards n'a aucun sens d'un point de vue économique, n'a aucun sens. Pourquoi ? Parce que vous avez aujourd'hui un marché ultra concurrentiel dans l'intelligence artificielle et que finalement les CAPEX, il faut que ça arrive à des bidas à la fin. Je veux dire, il faut que ça arrive avec des revenus. Et quand vous avez aujourd'hui des introductions qui ont été faites en Chine par 2 acteurs, Zhu et Minimax, qui aujourd'hui, belle introduction en Chine sur ce script et tout ça, mais quand vous voyez que leur propose aujourd'hui une intelligence artificielle hyper efficace, je les ai testés, hyper efficace, à $10 le mois, ça devient une commodité. GPT est rattrapé en volume par Gemini, est rattrapé par des modèles comme Anthropic, etc. Mais alors, la consanguinité des investissements et les 350 milliards chez Oracle, chez Microsoft et ainsi de suite, si demain ChatGPT vaut peanuts, excusez-moi l'expression, ça remet quand même pas mal de choses en cause. À Broadcom, AMD et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on va avoir, j'espère, alors peut-être là on va avoir une vision peut-être un peu plus neutre. Je pense que c'est plutôt au 2e trimestre qu'on va avoir ces réponses-là, mais on aura quand même une avancée quand même sur où on en est, quel est le profil de rendement qu'on attend des développements de l'intelligence artificielle. Et s'il y a déception, ça ne pardonnera pas parce que le marché n'a vécu que par les CAPEX. Le marché n'a vécu que par les CAPEX. C'est le thème. Thème de l'investissement, de l'équilibrage, de l'épargne d'investissement. Et donc, CAPEX, pas de rentabilité, les taux qui remontent, c'est la bombe nucléaire derrière sur les marchés. Donc, il va falloir quand même qu'on donne des réponses à tout ça et qu'on délivre derrière. Et donc, ça va être extrêmement attendu. Donc, attention quand même à la semaine prochaine, courant mercredi et jeudi, où on aura un biais de réponse. OpenAI, je ne sais pas encore, mais des boîtes comme Amazon, comme Alphabet, Google ont démontré quand même leur capacité à monétiser un certain nombre de nouvelles technologies. Ils ont des bases installées, ils ont une clientèle qui leur fait confiance, etc. Le risque qu'il y a dans le marché, là, comment vous l'évaluez là, à ce stade le risque qu'il y a, c'est... positif ou négatif C'est bien sûr la course à celui qui définira le standard. Il y en aura probablement un et beaucoup de morts à côté. Ça, c'est le premier risque. Peut-être le risque de développement le plus immédiat, c'est les prix de l'énergie et l'accès à l'énergie. Donc ça, on le voit d'ailleurs très clairement, même au niveau micro, dans les CPI locaux aux États-Unis, suivant que vous êtes dans un État qui est riche en des data centers ou pas, les prix de l'électricité sont très importants. Vous avez des problèmes d'accès à l'eau, de refroidissement. D'ailleurs, c'est un nouveau business qui s'ouvre pour des pétroliers, puisqu'ils ont l'habitude, ils ont des technologies pour refroidir évidemment leur centrale, leur moyen de production, et donc ils peuvent l'utiliser pour ces usages aussi. Mais donc ça, il y a beaucoup d'externalités connexes négatives. C'est pour ça que moi, je suis assez prudent sur l'économie américaine, dans le sens où la croissance est forte, beaucoup plus forte que ce que j'imaginais, mais tellement déséquilibrée, tellement fragilisée, polarisée, que finalement, il va falloir... le moindre grain de sable dans cette histoire d'investissement, ça peut... Et ça peut être un grain de sable, pas parce que ChatGPT ne marche pas, mais parce qu'on n'a pas l'énergie... Enfin, c'est ce que dit Satya Nadella. Celui qui gagnera l'IA, c'est celui qui aura un accès à l'énergie... pas cher, disponible, etc. Il y a ça, et puis il y a un problème physique de production des semi-conducteurs. TSMC produit encore 90% des SMI dans le monde, avec un risque géopolitique précisément sur cette île, qui peut tout faire dérailler. L'autre chose qui me semble extrêmement difficile, il va falloir clairement clarifier, c'est comment toutes ces stars de la cote peuvent... augmenter la durée de vie prévue de leurs data centers dans une révolution technologique, ce qui leur permet d'allonger et d'effacer une grosse part des charges d'amortissement et de faire 175 milliards de bénéfices supplémentaires en 5 ans pour les 5 de la cote, simplement par ce jeu comptable. On nous dit qu'elles ont plein de cash, mais elles en ont en réalité de moins en moins, même si le matelas est très important. Et pour des gens qui ont énormément de cash, c'est des énormes émetteurs obligataires aux États-Unis. C'est-à-dire quand ils viennent sur des multitranches, c'est-à-dire plusieurs maturités très longues, inhabituellement longues pour le crédit, sur des montants qui sont très conséquents. Et elles vont venir taper le marché Europe, bien sûr. Très clairement également. On va avoir cet effet de reverse Yankee qu'il va falloir digérer dans un reverse Yankee pour les émetteurs américains qui viennent en Europe. Non, bien sûr. Les Yankees, c'est l'inverse, c'est les Européens qui viennent taper. Donc reverse Yankee dans le jargon du crédit. Mais on a comme ça
Ça va mettre de la pression sur des émetteurs traditionnels qui auront peut-être moins de demandes en face pour leur refinancement. Sur un secteur qui pèse rien aujourd'hui, la techno sur le marché du crédit, et qui tout d'un coup va devenir l'éléphant dans la pièce. Et avec des effets d'externalité, d'éviction sur les autres secteurs, sur le reste de l'économie, qui sont difficiles à gérer en fait. C'est comme ça qu'une publication de résultats de Nvidia a des répercussions jusqu'au marché du high yield en Europe, par exemple. Voilà. C'est systémique aujourd'hui. Je reprends avec vous, Frédéric Si. Alors, on a parlé de la tech. La semaine prochaine, c'est notre... LVMH. Notre tech. Notre fleuron. Non, notre fleuron quand même. Ouais. Parler de LVMH. Oui, notre fleuron. Point d'interrogation. Point d'interrogation, parce que ça a été longtemps le moteur du marché. Alors, un petit rappel quand même, LVMH, année compliquée quand même, parce qu'on est en contraction. Avec quand même depuis un trimestre des marchés US, on va voir les conséquences de ce qui se passe, mais qui semblaient se stabiliser. L'Asie aussi, le Japon en souffrance. Donc oui, cette publication, elle est attendue clairement parce qu'on n'est pas habitué à ça. C'est vrai que, vous savez, le luxe, le principe du luxe, qu'on valorise une entreprise en termes de croissance, c'est un multiple de croissance mondiale, théoriquement. On va dire que on attend du luxe qui fasse à peu près 2 fois la croissance mondiale. Et là, ça fait moins. Oui. Voilà, Hermès est à part, mais globalement, ça fait moins. Donc, est-ce que le marché s'est ajusté? C'est la question, où est-ce qu'on est... C'est une année de rupture, à vrai dire, pour LVMH, parce que est-ce que oui ou non, on change de paradigme sur le luxe? Est-ce que oui ou non, on a changé nos habitudes? Et là, c'est la première grosse rupture qu'on a. Donc oui, là aussi, cette publication, parce que ça va avoir un effet contagion sur l'ensemble des acteurs. Alors, il y a eu quelques résultats qui étaient Burberry, c'était pas mal. Pas mal en relatif, sachant que ça vient de très très bas. Ça vient de loin, c'est une recovery permanente. Voilà, Burberry, oui, c'est en galère depuis pas mal d'années. Ça fait depuis toujours. Il y a eu des acteurs anglais, des Mulberry, tout ça par le passé. C'est une purge absolue. Mais effectivement, je pense que c'est soit on s'installe dans un truc qui va remettre en cause tout modèle de valorisation durable, soit on repart comme l'an 40 et on pense dynamique. J'ai l'impression qu'on va être entre les deux, à vrai dire, donc ça ne nous aidera pas dans nos choix d'investissement. Mais et après, LVMH, c'est vrai que c'est diversifié aussi, donc ça va être dur de le quantifier par rapport à des acteurs. De faire une lecture globale du secteur. Il nous reste 1 minute, mais sur l'idée des marchés actions en Europe, c'est vrai que LVMH en est l'exemple, mais tout ce qu'on appelle la quality growth a quand même massivement sous-performé encore l'an dernier. Florian, dans une réflexion d'investissement, on a envie de dire qu'il y a un rattrapage possible ou la réflexion qu'on a en termes de style, c'est de jouer vraiment la partie cyclique. Là, aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse le plus. Donc, la conso, le luxe, c'est très favorable. Il y a beaucoup de stimulation pour le consommateur un petit peu partout. Donc, il y a le plan allemand qui arrive sur une approche keynésienne, finalement, qu'on a envie de jouer. Et puis, il y a ce côté cyclique consommateur qui est là. Voilà. C'est le thème cyclique. Exactement. Pour cette année 2026, en tout cas là où on en est de cette année 2026. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Florian Roger, BNP Paribas, CIB, Frédéric Rosier, Mirabeau et Axel Bott, Ostrom Asset Management.